Alors, bonjour à tous. Je tenais en premier lieu à vous remercier d'avoir organisé cette audition et par là même de porter ce sujet majeur de la petite enfance. Ce n'est pas dans mon habitude, mais je vais débuter par un propos qui pourrait être perçu comme politique. Dans cette enquête, des centaines de témoins mettent au jour un vaste système de maltraitance qui se fait au détriment de l'argent public, des salariés de crèche et surtout de nos enfants. Avec, je le rapporte, des séquelles qui peuvent perdurer pendant plusieurs années, voire sur une vie entière, des problèmes de sociabilisation, des rapports aux autres et notamment à l'adulte compliqués, des syndromes post-traumatiques, des retards de développement, notamment au niveau du langage et de la propreté. Nous ne rappellerons jamais assez à quel point les 1000 premiers jours de nos enfants sont déterminants pour leur vie future. Au-delà des irrégularités dont je dresse une liste non exhaustive et dont on sera amené à reparler au cours de cette audition, politique de suroccupation, non-respect des ratios d'encadrement, pratiques commerciales trompeuses, clauses contractuelles abusives, montage immobilier, non-paiement des fournisseurs, dynamique du low-cost. Au cours de mes investigations, j'ai été amené à rencontrer des familles dans toute la France dont les enfants avaient été affectés par des dysfonctionnements graves et ou des faits de maltraitance. Le drame de Lyon, qui a entraîné la mort d'un nourrisson de 11 mois en juin 2022, est le cas le plus tragique, mais je pense aux 9 enfants de la crèche de Villeneuve-d'Ascq concernés par des faits de maltraitance et de privation de nourriture. Je pense au petit Elias à Metz, que ses parents ont retrouvé l'œil ensanglanté. Je pense à Ismaël à Paris, que sa mère a découvert avec des traces de coups et de griffures. À Bordeaux, à Aix-en-Provence, à Marseille, à Dijon, à Dreux et dans tant d'autres villes, des parents et des professionnels de la petite enfance m'ont rapporté des défaillances graves. La régularité de ces incidents doit nous alerter. Au-delà des dérives d'un groupe, People and Baby, la dynamique du low-cost impulsée par 3 grands acteurs, People and Baby, les Petits Chaperons Rouges et la Maison Bleue, a entraîné une dégradation continue des conditions de travail et de la qualité d'accueil, avec la complicité de nombreuses villes, collectivités territoriales et ministères. Partout, on a fait le choix du moins cher et donc du moins 10 ans. Le mode de financement pensé par l'administration, la fameuse PSU, prestation de service unique, a participé de cette dégradation en se focalisant uniquement sur des critères financiers et d'occupation, négligeant ainsi les questions de qualité. Depuis la publication de mon enquête, des adjoints à la petite enfance de 6 grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, Dijon, Lille et Bordeaux, ont organisé une conférence de presse pour dénoncer cette dynamique du low-cost et demander la remise à plat du mode de financement. Des syndicats comme la CGT ont lancé un appel à la grève. Des organisations du secteur comme le syndicat national des pros de la petite enfance se sont mobilisées. Des parlementaires, PS, écologistes et issus de la France insoumise se sont positionnés sur le sujet en auditionnant et ou en montant des groupes de travail consacrés aux problématiques des crèches. Mais du côté de l'exécutif et plus globalement de la majorité présidentielle, rien. Aucun signe, pas un mot. La ministre en place, Agnès Canayer, nommée depuis une dizaine de jours, n'a pas eu une expression publique sur le sujet. Aucune enquête IGAS ou IGF n'a été lancée. La direction de People and Baby n'a pas été convoquée, ni aucun autre acteur du secteur. Les autorités de contrôle, les PMI et les CAF n'ont pas été questionnées. Pourquoi de plus en plus de professionnels et de familles s'étonnent de ce silence
assourdissant. Ce sujet ne peut pas faire l'objet de querelles politiciennes ou d'intérêts partisans, que l'on soit de droite, de gauche ou du centre, il nous concerne tous. Il en va de la sécurité et du bien-être de nos enfants. Merci pour ces propos liminaires qui dressent en tout cas le tableau. Simplement une remarque pour avoir rencontré la ministre Canaillet hier à l'issue du débat. Je sais qu'elle suit cette audition et je pense que vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Voilà. Je vais donner tout de suite la parole à Olivier Henno pour les interventions au titre de rapporteur de la branche famille. Oui, merci Monsieur le Président. Merci pour cette audition et pour ce nouvel ouvrage, puisque au fond il y a un point commun entre les fossoyeurs et les ogres, c'est que ça concerne les personnes les plus fragiles de notre société, celles pour lesquelles l'action publique doit être dirigée en priorité. Alors il y a beaucoup d'ouvrages en ce moment, parce qu'il y a aussi la question le livre de Alice Lecor qui dit que l'enfant est l'avenir de l'homme, et ça répond aux tentations du No Kids, ce livre, et il évoque aussi le fait que dans le désir d'enfant, il y a bien évidemment la question de la garde des enfants qui est centrale et qui doit rassurer un grand nombre de parents. Je veux saluer cette décision du président d'organiser cette audition, et je pense qu'on aura ensemble à poursuivre cette réflexion. Est-ce que ce sera, on en a discuté tout à l'heure, au travers d'une mission d'information, une commission d'enquête? C'est naturellement de la responsabilité du président et du président du Sénat. Donc, moi, j'aurais un certain nombre de questions. Une qui concerne le financement, une deuxième la gestion du personnel, une troisième la financiarisation, et puis une sur les instances de contrôle. Alors sur le financement lui-même, quand même, notre l'État en France et plus largement les collectivités territoriales et les services publics en général ne manquent pas de financer l'accueil des enfants en termes quantitatif, puisque les EAJE, comme on dit, c'est 5,3 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 1,5 milliard d'euros dépensés par la FNAS. Il y a aussi les crédits d'impôt, les CIFAM, et donc le bloc communal qui dépenserait 4 milliards. Donc au total, on ne peut pas dire qu'on ne dépense pas ou qu'on ne consacre pas d'argent public à la petite enfance. Alors quel regard portez-vous, vous l'avez évoqué, à ce mode de financement? Vous avez évidemment partiellement répondu. Est-ce qu'il faut le revoir en profondeur? Est-ce qu'une partie des objectifs sont atteints? Avez-vous aussi des ébauches de réflexion sur ce mode de financement? Sur la question du personnel et la réglementation qui est applicable. Alors, on est dans un espèce de paradoxe parce qu'il manque 10 000 professionnels, et il y en a encore un certain nombre qui vont prendre leur retraite, donc cette situation est assez lourde et assez grave. Et en même temps, le métier est moins attractif qu'auparavant. Moi, dans ma génération, quand on était étudiant ou même collégien, lycéen, il y avait beaucoup de personnes qui disaient je veux travailler dans les crèches, c'était le mot puéricultrice ou puériculteur, enfin bref. Et on voit bien que c'est beaucoup moins attractif. Et donc, comment voyez-vous comment bien rendre à nouveau ce métier attractif, au-delà de la question du low cost? Et puis sur la financiarisation, on a été l'auteur d'un rapport avec Bernard Jomier et Corinne Imbert, un rapport sur la financiarisation de la santé. Et donc la question, évidemment, dans votre ouvrage, il est question de cette financiarisation. Mais disposez-vous d'éléments précis dans lesquels des fonds d'investissement auraient pesé dans les décisions stratégiques de ces groupes au détriment de l'accueil de nos enfants? Alors, c'est évidemment évoqué dans votre ouvrage, mais quelques éléments supplémentaires. Et un dernier mot sur les instances de contrôle. Le rôle des CAF, les services des PMI, au fond, on voit bien que l'articulation du contrôle qualitatif, d'ailleurs, est pas suffisamment présent.
Est-ce que c'est une absence de pilotage ou est-ce que c'est une volonté de mettre la poussière sous le tapis? Enfin, comment voyez-vous les choses? Est-ce que c'est l'articulation qui se fait mal ou est-ce que c'est une volonté de ne pas aborder le sujet, auquel cas c'est pas exactement la même chose? Et puis, pour reprendre l'expression de Bernard Jomier tout à l'heure, de caresser, puisque c'est toujours gênant d'évoquer les travaux d'une autre assemblée, mais il y a eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas fait de révélations majeures. Le sujet a été survolé. Quel regard portez-vous sur ces travaux mais encore une fois, j'y vais avec précaution, puisque ça pourrait être mal perçu sur ces travaux de la commission d'enquête. Je vous remercie. Donc, des grands guillemets pour la dernière question. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous laisse répondre déjà à cette série de questions et après on continuera. Alors, merci pour ces questions. Je pourrais faire 1 heure en répondant à ces 5 questions, donc je vais essayer de me réguler. La première question sur le mode de financement, c'est évidemment une question centrale. Lorsque je suis questionné sur les plateaux télé, évidemment, je parle de faits qui touchent le grand public, comme des questions de maltraitance. J'ai abordé la question du low cost. C'est plus compliqué d'aborder ces points qui sont des points techniques, mais qui sont des points essentiels. Lorsque vous discutez avec les opérateurs de secteur, qu'ils soient associatifs, municipaux, privés, tous se plaignent du mode de financement qui a été pensé par l'administration, de cette fameuse PSU, qui a été pensé donc depuis 2004 et dont les effets ont été amplifiés négativement depuis la réforme de 2014. De quoi ils se plaignent exactement? En fait, c'est un système de financement donc à l'acte qui a été pensé par l'administration sous l'impulsion de la Cour des comptes et de Bercy. J'ai pu rencontrer, moi, j'ai passé du temps récemment avec des rapporteurs de la Cour des comptes qui m'ont avoué que la Cour des comptes avait fait une erreur sur ce point. En fait, on a pensé ce mode de financement avec une seule visée, c'est d'optimiser au mieux l'utilisation de l'argent public. C'était ça la visée principale. Et donc, on s'est dit, on va faire un système de financement à l'heure, comme la T2A à l'hôpital, qui est un financement à l'acte, on va le faire à l'heure. Et comme ça, chaque heure, chaque euro dépensé, on va pouvoir voir si vraiment il y a une heure de présence effective de l'enfant. Donc c'est ça qu'on regarde. Et ce qui a d'ailleurs maximisé ça, c'est qu'en 2014, on met en place, mais alors c'est d'une complexité absolument inouïe, j'essaye de le raconter dans mon livre, il y a le taux d'occupation et le taux de facturation. Et donc le taux d'occupation, il regarde l'occupation d'une crèche en fonction des heures facturées aux familles. Et le taux de facturation, il regarde la différence entre les heures facturées et les heures de présence effective. Parce qu'évidemment, il y a des parents qui prennent 40 heures et qui retirent leur enfant. Je ne sais pas, un mercredi, l'enfant doit partir à 18 heures. En fait, il va partir à 16 heures. Et donc, en fonction de ça, on calcule cette différence. Et les dotations horaires données aux opérateurs, il y a des bonus et des malus en fonction du fait que ce taux de facturation soit élevé ou faible. Et donc, en fait, on pousse les opérateurs à maximiser l'occupation effective. Ça a été quoi la conséquence de ça? Bon, déjà, une usine à gaz absolument dingue. On a demandé à tous les opérateurs de France, d'un coup, de badger les parents. Et donc, les parents doivent badger à l'entrée, à l'arrivée à la crèche et au départ de la crèche. Donc, on surveille en permanence les arrivées et les départs. Ça se fait parfois au quart d'heure près. Et ça pousse les directrices et les opérateurs à ne regarder qu'une seule chose, c'est le taux d'occupation et le taux de facturation. Il n'y a que ça qui les intéresse parce que c'est en fonction de ça que va être définie leur dotation. Quand je parle à des opérateurs, d'ailleurs, ils me disent « mais ça n'a aucun sens ce système ». Pourquoi? Parce que il me dit « moi j'ai une maman ou un papa qui retire sa fille
2 heures plus tôt que prévu, alors qu'il ne le met pas le mercredi après-midi alors que c'était prévu. Moi, j'ai mon personnel. Je ne vais pas enlever une auxiliaire de puériculture parce qu'on a enlevé un enfant. Elle est là, elle est positionnée, on ne va pas l'enlever. Sauf que si un parent retire son enfant, moi, je suis pénalisé financièrement. Et donc, c'est un système où tous les opérateurs, et le privé le fait peut-être de manière encore plus efficiente que les autres, mais du coup ne pensent qu'à remplacer chaque absence. Et donc, on met des enfants bouche-trou, 2 heures par-ci, un après-midi par-là. Donc, c'est une manière aussi de percevoir la gestion d'une crèche qui est néfaste pour les enfants. Et ça a été quoi la conséquence directe de ça ? J'ai un certain nombre d'opérateurs qui me le racontent, mais notamment les fondateurs de Babylou. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Dans un grand nombre de nos crèches, avant 2014, dans une crèche de 30 enfants, il y avait 30 enfants. Maintenant, on en a 60. Le nombre d'enfants a quasiment doublé. Ce qui, évidemment, au niveau de la gestion de l'argent public, peut être vu comme une bonne chose. On se dit, tiens, on accueille plus d'enfants qu'avant sans créer de places de crèche. C'est quand même ça l'idée. C'est comme il manque des places de crèche, au lieu de créer des milliers de places de crèche en plus, en fait, on a maximisé l'utilisation des places de crèche effectives. Sauf qu'en faisant ça, donc, on double le nombre d'enfants. Les professionnels de la petite enfance, elles se retrouvent à devoir gérer des entrées, des arrivées, des départs en permanence, et elles n'ont pas la possibilité, comme avant, de pouvoir suivre attentivement un groupe d'enfants stable du début de septembre à juin, en évaluant leur évolution, en mettant en place un projet éducatif. Elles sont en permanence sous ces turbulences et avec l'arrivée de plein d'enfants en cours d'année, avec des fréquences de 2 jours, d'un après-midi. Et donc, ça a dégradé la notion même du sens de leur travail. Elles racontent, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui racontent, qui expliquent qu'elles ont l'impression que leurs crèches se sont transformées en hall de gare et que les enfants sont des codes-barres. Ce qui est intéressant de voir, c'est donc que ça a dégradé les conditions de travail, parce que les professionnels se retrouvent avec plus d'enfants. Ça a dégradé le sens de leur mission, parce qu'on leur demande d'être focalisés sur le taux d'occupation, parce que l'opérateur va dire c'est comme ça qu'on va toucher plus ou moins de dotations publiques, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire fonctionner les crèches, et ça va totalement à l'encontre des besoins des enfants qui ont besoin de stabilité avant tout. Et des enfants, vous ne pouvez pas vous retrouver avec un nouveau visage. Alors vous avez un petit enfant de 6 ou 9 mois, et puis il y a un nouveau qui va arriver un après-midi, qui a 2 ans et demi, dont on ne connaît pas le comportement, dont les professionnels ne connaissent pas les usages. Donc ça crée ces turbulences. Ce qui est intéressant de voir, moi ce que j'ai, encore une fois, ce que je dis, ce n'est pas moi personnellement, Victor Castanet, c'est des témoignages de tous les opérateurs. C'est d'ailleurs un des rares points où tous les opérateurs sont d'accord. Vous allez voir donc des groupes comme Babylou, mais plein d'autres. Vous allez voir des groupes associatifs, où vous allez voir la maire adjointe à la petite enfance de Bordeaux, Fanny Le Boulanger, et l'ensemble de ces maires adjoints qui ont organisé une conférence de presse de Lyon, Marseille, Dijon, ils racontent tous la même chose. Ce qui est fou, c'est que tous se sont plaints auprès des CAF et la CNAF depuis l'existence de ce système. Il y a même une ancienne directrice adjointe de la CNAF qui témoigne dans le livre, Frédéric Leprince, qui le dit en son nom. C'est elle qui a mis en place cette fameuse PSU, avant qu'elle soit amplifiée par les effets de 2014. Et déjà en 2004, 2 ans après la mise en place de cette réforme, elle avait des alertes de terrain qui lui faisaient remontrer les effets négatifs de cette réforme. Et elle a demandé à la CNAF d'améliorer le système en mettant en place un système au forfait et non plus à l'heure, c'est-à-dire à la journée ou à la demi-journée. Et personne au sein de la CNAF ou au sein de l'administration
n'a réussi depuis 20 ans à se remettre en cause, alors même qu'ils ont des alertes de terrain depuis des années, et que d'ailleurs des villes ont pendant des années essayé de mettre en place une résistance en refusant d'appliquer cette PSU. Finalement, ils ont tous été obligés de le faire. Mais donc, il y a une résistance dans toute la France et il ne se passe rien. C'est très difficile de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que Bercy pousse avec cet objectif unique qui est d'utiliser au mieux la dépense publique? Là, il y a peut-être un mouvement qui est en train de se créer, c'est qu'il y a des maires là, qui se sont prononcés publiquement, et il y a les rapporteurs de la Cour des comptes qui doivent, dans les jours qui viennent, proposer un nouveau rapport pour expliquer que ce mode de financement, il est aujourd'hui catastrophique. Et il n'est pas pensé en fonction des besoins des enfants et des professionnels de ce secteur. Donc oui, là, il y a un point de dysfonctionnement majeur et il faut savoir le regarder en face. Sur le deuxième point, sur votre deuxième question, sur la gestion du personnel, évidemment, dans les métiers, dans le secteur de la santé et encore plus dans les métiers du care, au sein des maisons de retraite, dans les crèches, dans tous les secteurs qui concernent la vulnérabilité, la gestion du personnel, c'est le point majeur. Ce que j'ai pu voir, moi, je ne rapporte jamais dans mes livres que tous les groupes privés dysfonctionnent et que dans le public, tout va bien. Il y a dans le privé des différences d'approche sur cette gestion RH et des différences d'investissement. Je raconte notamment comment j'ai pu me procurer des audits KPMG confidentiels de ces 4 leaders, la Maison Bleue, les Petits Chaperons Rouges, People and Baby et Babylou. Bon, il y a des investissements, des différences d'investissement colossaux entre ces acteurs, avec des stratégies de développement qui n'ont rien à voir. On le racontera tout à l'heure avec la dynamique du low cost. Mais en gros, entre un groupe comme Babylou et un groupe comme la Maison Bleue, j'ai pu voir dans ces audits de 2022 une différence de l'ordre de 15 à 20% de masse salariale. C'est-à-dire qu'il y avait chez la Maison Bleue 9 500 euros de masse salariale par berceau. Quand vous divisiez la masse salariale globale par le nombre de berceaux en France, 9 500 côté la Maison Bleue, 11 500 chez Babylou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins d'effectifs. Quand vous avez moins de masse salariale, vous avez moins d'effectifs. Il y avait effectivement, au sein de la Maison Bleue, il manquait environ, en 2022-2023, 400 ETP, 400 équivalents temps plein, 400 effectifs, c'est-à-dire un poste par structure. J'avais pu voir, dans mon enquête précédente qui concernait Orpea, que la marge d'Orpea, elle se faisait, notamment sur des pratiques de détournement d'argent public, sur les marges arrière, les excédents de dotation, et elle se faisait d'abord et avant tout sur la masse salariale. Qu'est-ce que faisait Orpea? En gros, Orpea enlevait entre 1 et 4 postes dans ses résidences d'auxiliaires de vie, des postes qui avaient été budgétés, financés par l'argent public, et gardait l'argent dans les comptes. Et les autorités de contrôle n'arrivaient pas à voir ces excédents de dotation qui ensuite repartaient au siège, qui pouvaient représenter plus de 20 millions d'euros par an. Il y avait, moi, des structures où je voyais 150 000 euros d'excédents qu'ils étaient censés rendre, qui se faisaient, en gros, en ne mettant pas des postes financés par l'argent public. C'est à peu près le même système que j'ai pu percevoir au sein de ce secteur, notamment dans un groupe comme la Maison Bleue, où on enlève un poste à la marge. C'est 10% de masse salariale. Mais 10% de masse salariale, c'est beaucoup. C'est ce qui peut vous faire votre marge sur un établissement. Et donc, sciemment, la Maison Bleue a mis en place cette politique. J'ai d'ailleurs un grand nombre de directeurs régionaux qui m'ont confirmé, qui m'ont rapporté ces faits et qui m'ont indiqué avoir quitté le groupe
après avoir découvert ça, notamment un directeur régional du sud de la France, mais j'en ai eu 4 concernant la Maison Bleue, qui m'ont rapporté qu'ils avaient découvert ça, c'est-à-dire que dans chaque crèche, il manquait 10% de masse salariale. Il manquait un effectif. Et que ce n'était pas des incidents isolés, c'est que c'était une politique pensée au siège. Quand vous avez un contrôle de la PMI, qu'elle se rend compte que où il y a des politiques de suroccupation, où il y a des ratios d'encadrement qui sont non respectés, qu'est-ce qui se passe? Le groupe explique, vous savez, monsieur l'inspecteur, vous connaissez le problème d'attractivité du secteur et la pénurie de personnel auquel on fait face. Bon, on a essayé de recruter, mais on n'a pas réussi. Bon, pour un poste en moins, ça passe. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez passer entre les gouttes. Moi, j'ai pu avoir accès à un certain nombre de rapports de PMI qui indiquaient noir sur blanc que les inspecteurs s'étaient rendus compte que, la capacité réglementaire des établissements n'était pas respectée, c'est le cas à la Maison Bleue, et que les ratios d'encadrement, pareil, n'étaient pas respectés. Est-ce qu'il y a eu des fermetures administratives par la suite? Je ne crois pas. En tout cas, cette gestion du personnel, c'est évidemment le point central. Je vais donner un autre exemple que je raconte dans le livre. C'est le cas d'une jeune directrice qui s'appelle Anna Cauchy, qui témoigne en son nom. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle me raconte qu'elle travaille dans le secteur de la psychiatrie. Elle a 25 ans, elle est toute jeune. Elle travaille dans la psychiatrie et elle rêve de travailler dans la petite enfance. Donc elle fait un master en management pour devenir directrice. Et alors qu'elle n'a pas encore son diplôme, elle voit une annonce lancée par People & Baby, donc elle postule. On la rappelle immédiatement, elle répond. Et elle explique qu'elle n'a vraiment aucune expérience, qu'elle n'a jamais travaillé dans une crèche et qu'elle ne sait pas si elle peut gérer une structure. En tout cas, il faudra qu'elle soit accompagnée. On lui dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Elle est embauchée par People & Baby. Elle lâche tout, elle déménage, elle part à Paris. Et donc, elle fait sa première semaine où elle se retrouve à ouvrir une crèche seule avec elle est directrice, elle n'est pas accompagnée, elle a 25 ans, elle n'a aucune expérience, et elle est le premier jour avec une auxiliaire de puériculture qui a entre 18 et 20 ans, encore moins d'expérience, qui n'a jamais changé une couche de sa vie. Elles sont toutes les deux, et donc elle me dit, on m'avait promis que j'allais être accompagnée, mais la directrice mentor n'est pas là, elle-même est débordée dans les crèches qu'elle doit gérer, et donc je me retrouve pendant une semaine à accueillir des enfants, à faire de la gestion administrative, à faire marcher les frigos et les fours parce que c'est l'ouverture d'une nouvelle crèche. Et je n'ai aucune compétence en la matière, je n'ai aucune expérience. Pendant une semaine, elle fait ça et elle prend peur. D'ailleurs, on lui demande la même semaine de gérer une seconde structure en même temps. Elle refuse et elle prend peur et elle décide de démissionner à la fin de la semaine. Heureusement, elle a eu ce recul. Peut-être que si elle était restée, il y aurait eu des incidences graves. Toujours est-il qu'on a laissé une jeune femme de 25 ans sans aucune expérience s'occuper de la gestion d'une crèche et de bébés sans aucun accompagnement, sans aucun soutien RH. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a démissionné de la structure au bout de 5 jours et elle a quitté le secteur de la petite enfance, alors même qu'elle rêvait d'y travailler. Ça raconte quoi? Que la pénurie de personnel et l'attractivité du secteur, qui est effectivement, vous avez raison de le dire, impacté depuis de nombreuses années. Il y a de moins en moins de professionnels qui veulent travailler dans ce secteur. C'est aussi de la responsabilité d'un certain nombre de ces groupes qui, avec ces logiques d'optimisation des coûts, avec cette optimisation de la masse salariale, avec ces pratiques RH, ont dégradé les conditions de travail et il y a un certain nombre de professionnels qui ne veulent plus travailler dans ce secteur à cause de ça. Donc évidemment, ça ne sera pas la seule réponse,
mais en améliorant le fonctionnement de ces structures, en les encadrant, en mettant fin à la dynamique du low cost, on peut espérer faire revenir des professionnels. Ça passera. Moi, c'est toujours une question qui me passionne et je suis marqué du fait que, dans ces secteurs, à 90%, ce sont des femmes qui s'occupent de nos enfants, comme ce sont des femmes qui s'occupent de nos aînés. Et ce sont des métiers peu valorisés par la société, extrêmement mal payés et dont les professionnels font face à des logiques d'industrialisation qui évidemment impactent leurs conditions de travail. Donc il faut, faut que j'avance, mais il faut évidemment se questionner là-dessus. Et je finirai par une chose, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, ce sont des femmes. Je les compare d'ailleurs, je dis, c'est les forçats, ça ressemble aux ouvriers de l'ère industrielle dans le secteur automobile. La grande différence, c'est quoi? C'est que ces femmes, elles, ne sont pas syndiquées. Chez Peugeot, chez Renault, à l'époque, les ouvriers étaient extrêmement syndiqués et étaient une force de mobilisation et de résistance face au groupe, face au patron. Ils avaient une force de mobilisation qui faisait qu'ils pouvaient essayer d'obtenir des revalorisations salariales, des accords collectifs satisfaisants. Enfin, il y avait un dialogue social. Il n'y en a pas dans le secteur de la petite enfance. Et notamment, donc, il y a très peu de syndicats. Et d'ailleurs, des groupes comme la Maison Bleue ont fait en sorte de profiter de cet état de fait et l'ont amplifié. Qu'est-ce qu'a fait un groupe comme la Maison Bleue? Au lieu de consolider juridiquement ces structures, c'est-à-dire qu'ils ont des centaines de crèches dans toute la France, il y a des groupes qui rassemblent ça dans une seule entité juridique. Et donc, vous avez une représentation du personnel, un CSE, il y a tout ce qu'il faut. Au sein de la Maison Bleue, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait en sorte de ne pas consolider, donc il y a 400 structures juridiques. Ce qui a deux avantages. Vous payez moins de charges patronales, parce que vous êtes en dessous d'un certain seuil de 50 salariés, le pourcentage de charges patronales est plus faible. Et le deuxième grand avantage, c'est que vous n'avez pas de représentation du personnel structurée au niveau national. Donc, les professionnels de la petite enfance n'ont aucun moyen d'obtenir des accords collectifs satisfaisants et des revalorisations salariales. D'ailleurs, j'ai pu obtenir des documents moins internes où le groupe se vantait de faire ce qu'on appelle de la déflation salariale, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, les augmentations de salaire ne dépassaient pas 1%. C'est normal, il n'y avait aucun professionnel pour émettre des revendications. Et d'ailleurs, il y a un fait marquant, c'est que depuis la publication de ce livre, il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu d'arrêt de travail dans le secteur de la petite enfance, parce que ce sont des femmes très jeunes, précarisées, qui sont en fait dissociées les unes des autres, et donc il n'y a aucun mouvement qui peut se mettre en place. Donc ça, c'est évidemment cette question de la représentation du personnel, du dialogue social, elle est essentielle. C'est comme ça qu'on va pousser, qu'on va améliorer leurs conditions de travail, et donc qu'on va faire revenir les professionnels. Pardon, il faut que j'avance. Oui, parce qu'il y a plein de questions encore, d'ailleurs. Et alors, très vite, sur la financiarisation, ce que je raconte, moi, c'est un fait qui me paraît intéressant, c'est qu'on critique souvent, parfois à raison, c'était le cas, moi, au sein d'Orpea, le rôle de l'actionnariat. Le fait que l'actionnariat puisse pousser pour, en gros, optimiser les coûts et faire des niveaux de marge extrêmement importants. Chez Orpea, on poussait pour faire 36% d'EBITDA. Donc il y avait des taux de marge hors normes et personne ne s'imaginait qu'en faisant des taux de marge aussi importants dans un secteur qui traite d'êtres humains, ça a évidemment entraîné une dégradation de la qualité d'accueil. Bon, il y a cette question de l'actionnariat. Chez People & Baby, c'est très particulier, mais c'est très intéressant. Il n'y a pas d'actionnaire.
Il y a eu ces dérives pendant 20 ans, j'ai envie de dire, justement parce qu'il n'y avait pas d'actionnaires. Ce groupe ne fait pas des hyper-profits, il est en déficit permanent depuis 20 ans. J'explique d'ailleurs pourquoi. C'est un groupe dont les fondateurs de ce groupe ne se sont pas enrichis grâce aux dividendes de People and Baby. Ils se sont enrichis grâce à un système immobilier de SCI qui s'est fait en parallèle, voire au détriment de People and Baby. Moi, je ne comprenais pas pourquoi il y avait ces logiques d'optimisation des coûts et aucun bénéfice. J'ai mis des mois à comprendre ça. Je ne comprenais pas pourquoi les fondateurs mettaient autant d'énergie pour réduire les coûts partout et gagner 10 000 € de salaire par mois. Bon, j'ai découvert, après des mois d'enquête, que donc ils avaient mis en place un vaste système immobilier avec des SCI qui leur appartenaient en propre, aux deux fondateurs, Christophe Durieux et Odile Broglin, qui représentent aujourd'hui 70 locaux en France, 7 millions de loyers annuels et une valorisation comprise entre 120 et 150 millions d'euros immobiliers. Ce qui est intéressant, c'est que donc, ces SCI qui appartenaient aux fondateurs louaient leurs locaux à People and Baby, qui fixait les prix, les fondateurs et dirigeants de People and Baby, avec des risques de surfacturation. Ce qui est intéressant donc, dans cet exemple, c'est qu'une partie de ces dérives a été rendue possible, notamment parce qu'il n'y avait pas d'actionnaires. Et c'était la volonté de Christophe Durieux et Odile Broglin, qui expliquaient qu'eux voulaient être un groupe indépendant et familial et ne pas être entre les mains de fonds voraces. En fait, quand vous êtes seul et que vous n'avez pas d'actionnaire, il y a aussi beaucoup moins de contrôle. Quand vous avez au board des fonds d'investissement, ils contrôlent que justement, il n'y ait pas, par exemple, de risque de surfacturation sur ces loyers, qu'il n'y ait pas des pratiques irrégulières de gestion de l'argent public. Vous avez un peu plus de contrôle quand il y a des actionnaires. Moi, il y a des sujets sur certains actionnaires qui peuvent être trop voraces. Ce qui est sûr, c'est que quand il n'y en a pas, il y a plus de risques parce qu'il y a moins de regard. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je peux dire, qui là encore, moi, m'a passionné, c'est que derrière le développement de People and Baby, il n'y a pas de fonds d'investissement, il y a ce qu'on appelle un fonds de dette. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'économie, je ne savais pas ce que c'était un fonds de dette avant de commencer cette enquête. Bon, le fonds de dette en question s'appelle Alcentra, il est britannique. Il a été absorbé il y a peu par Franklin Templeton, qui est un des plus grands fonds au monde. Et c'est un fonds de dette, donc il vous prête de l'argent, beaucoup d'argent. En l'occurrence, il a prêté entre 2018 et 2022 450 millions d'euros à People and Baby pour se développer, non pas pour améliorer la qualité de ses structures, mais en gros pour en acheter d'autres. À Dubaï, à Singapour, en Chine, aux États-Unis. Il a fait en sorte que le groupe se développe, mais ces 450 millions d'euros, ils n'ont pas permis d'améliorer les fonctions RH, par exemple. Bon, c'est un fonds de dette, donc il vous prête plein d'argent, 450 millions d'euros. Il vous dit, et c'est un autre avantage, il ne vient pas au board. Il ne fait pas partie de votre actionnariat. Donc, vous dites, c'est tout bénef. Sauf que l'argent n'est jamais gratuit. Quand on vous prête quand un fonds de dette vous prête 450 millions d'euros, il vous met des taux d'intérêt très importants, en l'occurrence, qui se situaient autour de 10%. Et donc cette dette de 450 millions d'euros s'est amplifiée à une vitesse folle, immaîtrisable. 450 millions d'euros sont devenus 500 millions d'euros, puis 550, puis 600 millions d'euros. Et en 2023, People and Baby devait rembourser 37 millions d'intérêts annuels. Donc il fallait qu'elle dégage. Si elle dégageait 50 millions de chiffre d'affaires, il y avait déjà 37 millions qui partaient dans les intérêts. Donc elle a été dépassée par sa dette et elle n'a pas réussi à rembourser ses emprunts. C'est comme ça que Alcentra et Franklin Templeton ont sorti
Christophe Durieux, le fondateur, de la gestion opérationnelle. Il est toujours membre du comité stratégique et il est toujours actionnaire de référence à 99%, mais il n'est plus dirigeant du groupe. Et donc aujourd'hui, qui est derrière le pilotage de People and Baby, qui gère donc quand même des milliers d'enfants dans toute la France? C'est un fonds de dette anglo-saxon qui n'a absolument aucune compétence en matière de petite enfance et dont la visée première est évidemment de se faire rembourser des 600 millions d'euros que People and Baby lui doit. Il y a des process de vente qui ont été mis en place avec les conseils d'un banquier d'affaires Centerview pour vendre une partie, pour démembrer People and Baby, pour vendre des parties à Singapour, à Dubaï, etc. On peut s'étonner du fait qu'on laisse aujourd'hui un fonds de dette anglo-saxon qui n'a pas de compétences en la matière gérer un des plus grands opérateurs de crèches de France. Est-ce que Bercy surveille ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Est-ce qu'elle a un regard sur la manière dont on va vendre tout ou partie du groupe? Mais là encore, ça me paraît un point essentiel. Je crois que je m'arrête là. C'est parfait. Merci beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de personnes intéressées. La parole, on va prendre plusieurs questions, plusieurs sénateurs. La parole à Christine Bonfanti-Dossat. Le micro. Castanet, je vous rejoins sur de nombreux points. Toutefois, il y en a un qui me heurte, deux finalement, parce que je connais votre impatience, mais il faut aussi laisser le temps à la ministre de pouvoir agir. Le deuxième point, c'est que vous dites que ce que vous voulez démontrer, je vous cite, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de la responsabilité de certains opérateurs obsédés par la rentabilité, il y a aussi une responsabilité des pouvoirs publics. Et vous continuez en disant « Quand un élu se vante de faire des économies, c'est une très mauvaise nouvelle pour les enfants. » Alors certes, j'ai bien compris que, et vous venez de le confirmer, vous parlez surtout des grandes villes. Toutefois, nous sommes nombreux dans cette salle à avoir été maires de petites villes ou de petites communes, donc des petits maires, qui avons créé, géré des crèches avec pour seule boussole le bien-être des enfants. Alors ma question est simple, ne pensez-vous pas avoir été un peu désobligeant, un tantinet impertinent envers ces maires qui se dévouent sans compter pour protéger notre bien le plus précieux, nos enfants? Merci beaucoup. La parole à Cathy Apourceau-Poly. Je réponds pas. Ah non, non, on en prend plusieurs, parce que sinon, vous allez voir, il y a beaucoup de questions. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, pour le livre que vous venez d'écrire, finalement, où vous nous dites bien que c'est un mail qui vous est arrivé en 2022, qui vous a finalement mis l'alerte sur ce qui se passait dans les crèches. J'aimerais quand même faire remarquer que cette situation dure depuis plusieurs années. Et je vais vous poser tout de suite ma question avant d'avoir quelques propos. Ça dure depuis donc plusieurs années. Comment est-ce possible pour vous que l'État ne se soit pas rendu compte de ces dysfonctionnements? C'est ma question. Maintenant, j'aimerais tenir quelques propos par rapport à la question que je vous pose. Donc, vous faites remarquer, évidemment, dans votre livre, les enfants brutalisés, la maltraitance. Je ne vais pas revenir sur les propos que vous avez tenus, les conditions de travail dégradées. Faire remarquer que, évidemment, ce n'est pas la majeure partie des salariés qui brutalisaient les enfants, bien au contraire. C'est surtout un système que vous remettez en cause dans votre livre. Et on voit bien, évidemment, dans ce livre, la similitude avec ce qui se passe dans les EHPAD privés. C'est finalement le même système, à peu près, qui est mis en place avec des surfacturations,
avec des nombres d'heures qui ne sont pas occupées par les enfants, que l'on surfacture. Et donc, moi, j'ai des mots durs, mais c'est du vol. C'est du vol de la part de ces établissements privés vis-à-vis de la CAF, parce que quand on surfacture et que l'on fait payer à la CAF, finalement, des prestations qui ne sont pas honorées, c'est quand même tout un système qu'il faut que l'on remette en cause. Donc il y a évidemment derrière tout cela, et vous le démontrez dans votre livre, l'ouverture à la concurrence, la financiarisation de ces secteurs, et vous démontrez fort justement que lorsqu'une entreprise réserve un berceau à 10 000 € par an, elle ne débourse que 2 500 € et soit 200 € par mois finalement. Donc ce sont donc les finances publiques qui prennent en charge, avec les déductions fiscales, la grande partie de la dépense. Alors, sur l'entreprise People and Baby, on voit bien qu'il y a des contrats en DSP, ce sont des contrats en DSP, et ils sont pour vous le symbole et le symptôme d'un système à la dérive. Et vous venez de nous expliquer comment ils procédaient en finalement ne prenant pas de dividendes, c'est ce que vous nous avez dit, mais en achetant des bâtiments, en ayant acquis un patrimoine très conséquent via des SCI. Et donc, évidemment, j'ai vraiment l'interrogation, comment est-ce que l'État n'a pas pu se rendre compte de ça? Comment est-ce que les CAF n'ont pas pu voir ce système mafieux que met... si, ce système mafieux. Je dis ce que je veux, d'abord vous direz ce que vous voulez, et moi je dis ce que je veux. Exactement, liberté de parole. Liberté de parole. Comment est-ce que les CAF, l'État, n'ont pas pu voir ce système mafieux qui se mettait en place? J'avoue que je ne comprends pas comment il n'y a pas pu avoir plus de contrôle. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole à Brigitte Devessa. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Castanet, merci pour vos propos préliminaires. Alors moi, je n'ai pas eu l'occasion de lire totalement le livre, mais bon, je m'en suis bien inspirée parce qu'effectivement, on retrouve un peu vos propos un peu partout aujourd'hui. Donc, d'abord, vous avez abordé la question dans vos propos préliminaires de la maltraitance, du financement, qui est la question centrale, vous l'avez dit, et en expliquant que finalement l'ensemble des différents opérateurs se plaignaient de ce financement. Ma première question pourrait dire, est-ce qu'on n'est pas en mesure finalement de proposer une grande réforme sur la PSU? Qu'est-ce que vous en pensez? Et pourquoi pas, puisque vous la dénoncez tout au long du livre, mais vous la dénoncez aussi dans vos propos. Vous parlez d'argent public. Alors on est tous d'accord pour dire que les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant est essentiel, et donc il faut parer évidemment à toute maltraitance. Mais vous parlez aussi dans votre livre plutôt de maltraitance administrative. C'est ce que j'aimerais savoir effectivement de qu'est-ce que vous entendez par ça? Ensuite, un peu comme mes collègues d'ailleurs, parce que je suis très étonnée de voir que finalement ce que vous dénoncez, et pourquoi tous les acteurs du secteur ne vous ont jamais, enfin, n'ont jamais alerté, qu'il s'agisse de la tutelle, qu'il s'agisse de l'État, de la CNAF, pourquoi rien n'a été fait? Ensuite, vous avez abordé la question des DSP. Et madame, ma chère collègue, a dit effectivement que c'était les DSP, c'était quelque chose de répréhensible, et apparemment tous ceux qui font des DSP sont des voyous. Bon, je voudrais quand même dire à peu près. Bon. Allez, en tout cas, vous nous parlez, madame Dessart. Voilà, je m'exprime donc sur les DSP pour les connaître un peu particulièrement. Vous connaissez évidemment, je suis surprise car beaucoup de garde-fous existent. D'abord la ville avec qui la DSP est mise en place. Il y a quand même un contrôle important. C'est le garant de ce service public. Vous avez les AMO, vous avez le préfet et j'en passe. Donc, il faudra m'expliquer comment vous pouvez dire effectivement qu'il y a une espèce de mafia dans les DSP.
Et j'étais étonnée aussi pourquoi votre étude ne parle pas du public et des associations. Voilà, c'est quand même important, parce que vous stigmatisez largement le secteur privé. Et donc, j'aimerais un petit peu comprendre tout ça. Voilà, je crois que tout a été dit. Et revenir évidemment sur la PSU. Merci. Est-ce que vous êtes nombreux à demander la parole, si on veut que tout le monde puisse parler? Marion Canales. Merci. Merci pour cet ouvrage. C'est toujours un peu frustrant de voir qu'il y a eu de nombreux rapports parlementaires, rapports de l'IGAS, etc., qui ont traité ce sujet, mais que la presse peut-être se fait plus écho avec un ouvrage, mais tant mieux. Vous mettez en avant beaucoup de dérives. Vous avez donc un fil conducteur. Aujourd'hui, est-ce que la maltraitance est un impensé la maltraitance est un impensé de l'accompagnement des plus vulnérables dans un système marchand. L'ouverture de l'accueil du jeune enfant au secteur marchand a constitué au tout début une dynamique un peu positive face à des problématiques des collectivités pour ouvrir des places en crèche. Et puis c'est le rapport de l'IGAS qui conclut qu'il y a eu une dégradation progressive de la qualité de l'accueil. Aujourd'hui, il y a 3 tensions. Tension sur les collectivités territoriales, tension sur les familles et tension autour des professionnels, ça a été déjà dit. La première de mes questions, qui est venue quand j'ai lu le livre, c'est que vous rappelez que le directeur général de ce gros groupe, dont vous parlez beaucoup, a été exclu de la fédération en 2011 pour pratiques frauduleuses. Donc déjà, ça m'a beaucoup interpellée. Est-ce que vous avez investigué un peu plus le temps qu'il a fallu, pourquoi ça a été aussi peu saisi? La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même aussi dans les procédures, protocoles, vous parlez du fait qu'il n'y avait pas d'actionnaire, mais il y a quand même quelque chose qui est plus que frauduleux, c'est ce que vous appelez la garantie de réservation anticipée. Je voudrais savoir si c'est que dans ce groupe que vous avez vu ce principe-là, qui n'est pas tout à fait légal, mais pas tout à fait illégal, auquel cas nous avons une sorte de vide juridique sur lequel on peut peut-être travailler. Et puis l'absence, en dehors de tous les enjeux de financiarisation qui ont été rappelés par mes collègues, on est à peu près aux 20 ans du crédit du CRIFAM, qui a permis le développement quand même de places en crèche et qui a été beaucoup utile. Est-ce que selon vous, et en dehors de la réforme de la PSU, qui je crois est lancée depuis cet été, sur lequel il faudrait peut-être qu'on revienne, est-ce qu'il faudrait un prix plancher par berceau pour s'assurer que nous puissions avoir une idée vraiment d'aujourd'hui, combien, entre guillemets, à combien est évalué l'effort, et notamment RH. Je rappelle juste que l'IGAS le dit très bien, le privé a affiché une progression anormalement faible des ressources humaines dans les DSP, dans les offres qu'ils pouvaient nous faire, à nous, élus locaux, 2% de moins, pendant que nous, dans nos communes, on avait une progression de 18%, bien naturellement entre 2012 et 2023, du coût RH dans nos crèches, et 11% dans le tissu associatif. Donc ce sujet-là, à quelques mois du nouveau service public de la petite enfance, je pense est important dans la tête de tous nos collègues. Donc, voilà. Surtout sur la garantie de réservation anticipée. Merci beaucoup. Florence Sarade. Merci le Président. Monsieur le Président, merci Monsieur Castanet de nous alerter sur le sujet. Ce qui me frappe, moi, c'est que là, on parle de tout sauf de l'enfant lui-même. Je suis pédiatre et je suis quand même étonnée que ça soit considéré comme une marchandise comme une autre. Donc la première question que je me pose, c'est quand je vous écoute parler d'une directrice de crèche de 25 ans qui n'a jamais vu un enfant et qui n'a jamais changé une couche, comment est-ce qu'on peut, dans sa vie, imaginer faire un métier sans avoir été au contact soi-même d'enfants, comme la jeune femme de 18 ans qui rentre là, qui n'a jamais changé un enfant. Voilà, déjà on peut se poser la question sur l'appétence dans ces métiers-là. Tant qu'on en est au métier, je dirais qu'on en est à 2500 pédiatres en France actuellement, alors que lorsque je me suis installée en 87, il y avait quasiment un pédiatre par crèche qui assurait même des consultations sur place. En tout cas, sur la ville de Bordeaux, c'était comme ça. À Bordeaux, ça s'est dégradé. L'adjointe d'Alain Juppé, qui était Brigitte Collet, qui était elle-même pédiatre, m'avait alerté sur les crèches Babylou, qui venaient directement en concurrence avec des crèches municipales qui étaient moitié vides. C'est-à-dire que l'offre existait, les parents ont préféré s'orienter vers des crèches privées pour différentes raisons. Ça, c'est mes premières réflexions. Mais est-ce que justement, par rapport à d'autres pays européens où on scolarise les enfants plus tard, on les met en collectivité plus tard, est-ce que ce n'est pas notre modèle français de vouloir
absolument mettre l'enfant en collectivité dès ces 3 mois, qui pêche. Est-ce que vous êtes penché sur d'autres modèles de garde d'enfants, soit par des nounous, soit par des mâmes, soit même l'emploi à domicile qui a malheureusement, à cause de la fiscalité brutalement imposée aux familles, fait supprimer ces emplois qui étaient malgré tout pour l'enfant un des meilleurs facteurs de bien-être. Voilà, est-ce que vous êtes penché sur d'autres questions? Je ne vais pas être plus longue. Vraiment, merci beaucoup. Alors, Raymond Poncet-Monge. Oui, merci. Alors, il est bien tard. Merci pour ce travail, Monsieur le Président. Puis merci, Monsieur Castanet, pour ce travail. Vous êtes un journaliste d'investigation. Vous êtes, d'une certaine façon, un lanceur d'alerte. Vous avez commencé en parlant de 3 opérateurs. Je me suis dit, moi qui ai lu votre livre, tiens, il en a perdu un en route. Parce qu'il y en a 4, en fait. Et alors, je me suis dit peut-être que là se dessine un peu le film du Bon, de la Brute et des truands, quoi. Il y a la Brute, bon, c'est People and Baby, et je pense que vous lui consacrez trop de place. Vous auriez dû le mettre en annexe, parce qu'à trop cibler sur un voyou, en quelque sorte, on noie les autres mécanismes. Quant aux 2 truands que vous avez quand même cités, oui, ils sont truands, parce que, en fait, on a la PSU, surtout la tarification à l'heure, dans lequel ces privés lucratifs, pour continuer à faire du lucratif, eh bien, effectivement, font du taux d'occupation, à plein blerzingue, etc. Donc, effectivement, et puis, ces 2-là aussi sont souvent à la limite du légal, vous le savez très bien. Alors, il y a un bon, c'est Babylou. Vous oubliez quand même de dire que celui-là, c'est désinvesti du secteur où il était difficile sans justement dégrader massivement de par la tarification à l'heure la qualité. Il s'est levé dans les crèches d'entreprise, beaucoup du 440. Moi, j'ai été dans une entreprise qui avait une crèche où effectivement les dispositifs fiscaux font que l'entreprise, l'État où la CNAF lui paye 75% de son berceau et qu'elle peut quand même faire un peu de qualité. Donc Babylou, que je cite désormais, peut faire effectivement quand même de la qualité tout en engageant une grande lucrativité. Parce que le problème qu'on devrait se poser, c'est que ça soit là, ces 4-là ou des plus petits, comment ils croissent, comment ils arrivent à croître, et une crèche, et 2 crèches, et 3 crèches, et 5 crèches. Donc c'est bien la lucrativité qui en sort et qui fait qu'in fine, comme pour les EHPAD, ils deviennent des opérateurs immobiliers et qu'ils n'ont plus besoin de marge, quelque part. Alors moi, je dirais, bon, on a bien compris que la PSU, la tarification à l'heure, a cassé le service public, ça c'est sûr. Et il a démultiplié tous les effets délétères du privé lucratif qui avait besoin. Voilà. Alors, par rapport à la pédiatre précédente, je dirais qu'effectivement, nous avons une responsabilité, nous législateurs. Quand nous acceptons que dans une loi plein emploi, il y ait un chapitre quelque part cavalier sur les crèches, on fait des crèches l'objectif de lever les barrières de l'emploi. Je ne dis pas que ce n'est pas inutile, j'ai mis mon enfant à la crèche, j'ai pu aller bosser, d'accord. Mais en aucun cas, on l'a dit à l'époque, ça devait être un projet de loi en soi. Parce que c'est une politique éducative, ce n'est pas une politique de l'emploi, la crèche. Et donc c'est aussi cette représentation de l'enfant à la consigne qu'on met effectivement qui a permis de penser des dispositifs de financement comme le PSU, comme la tarification à l'heure. Moi, je suis à Lyon, où il y a eu le drame, et je suis à Lyon aussi, où Philippe Mérieux, pédagogue, était à l'université. Il disait que plus on était bas dans l'enfance, en éducation, plus le personnel devait être qualifié. Voilà. Et que les plus qualifiés devaient être à la crèche et à la maternelle. Et vous avez des pays où le diplôme... bon, oui, je vois qu'on fait ça, mais je trouve qu'on a passé trop de temps sur les truands, quoi. Le problème, c'est de décortiquer les mécanismes, et nous,
législateur de voir comment on peut repositionner quand même la petite enfance. Et la DSU, c'est pas que c'est un mal, mais quand on passe des régimes municipaux à la DSU, parce qu'au lieu de 10 000, ils proposent 7 000, puis après 6 000, puis après 3 000, on est quand même responsable. Si voilà, on est responsable, il faut bien que le privé dégrade les conditions de qualification d'effectivité. Je termine en disant que vous dites qu'entre les crèches municipales et les premiers prix du privé, la différence, c'est l'absentéisme. Je vous dirais une chose, c'est que, le privé, l'absentéisme, lui, il en a, mais il ne le remplace pas. La municipalité, moi je connais une crèche particulièrement, ils ferment des berceaux quand ils n'ont plus l'éducatrice de jeunes enfants, quand ils n'en ont plus 2 à l'ouverture, 2 à la fermeture, ils refusent des enfants. La municipalité fera ça, jamais un privé. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous dis, il reste peu de temps, il faut vraiment essayer de resserrer. Et simplement, quelles que soient vos idées, vos convictions, je vous mets simplement en garde sur les propos que vous pouvez tenir. C'est une audition publique, vous avez une responsabilité dans vos propos. Je voudrais simplement vous l'indiquer, voilà, tout simplement. Alors, je vous propose maintenant l'intervention d'un boursier. Ensuite, on donnera la parole à notre intervenant et on aura encore 6 sénateurs qui sollicitent la prise de parole. Donc, essayez de... Oui, je vais aller vite. Allez. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Castanet, de nous alerter. Beaucoup a déjà été dit. L'enfance et sa protection, un sujet extrêmement important. L'enfant doit être protégé. Et comme vous l'avez dit, et Florence Lassarade l'a aussi dit, les 1000 jours sont en effet déterminants. Dans nos fonctions, nous rencontrons heureusement beaucoup de professionnels engagés. Ma question est similaire à celle de certaines de mes collègues. Selon vous, et suite à votre travail, Monsieur Castanet, comment expliquez-vous le manque de réactivité et de sanctions des organismes de contrôle face aux alertes? Je vous remercie. Merci bien. Ce que je vous propose, c'est de répondre, alors répondre un peu dans la globalité, parce que si on doit répondre point par point à l'ensemble des questions... On reste jusqu'à 14 heures. Voilà. Et surtout que nous avons encore 6 intervenants derrière. Alors, je vais répondre d'abord à Madame Bonfanti-Dossat, qui effectivement soulignait que j'avais été désobligeant à l'égard des maires. Malheureusement, ce sont les faits qui sont désobligeants à l'égard des maires. Ce qu'on me rapporte, c'est quoi ? C'est qu'à partir de 2004, le secteur des crèches est donc ouvert au privé, comme ça a été le cas dans le secteur des maisons de retraite, parce qu'il y avait une lacune des pouvoirs publics. On ne créait pas assez de places dans les maisons de retraite, comme on ne créait pas assez de places dans les crèches, et donc on s'est dit on va ouvrir au privé. Et grâce à un certain nombre de dispositifs fiscaux, on va inciter le privé à venir dans ce marché et à se développer, à créer des places de crèche. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, 90% des nouvelles places de crèche sont effectivement le fait du privé. Et il faut le souligner, ça montre qu'il y a effectivement un effacement du public. Dans le même temps, à partir de 2004, il y a un certain nombre de maires. Ça a commencé en Île-de-France, dans les Hauts-de-Seine, à Courbevoie notamment. Il y a un certain nombre de maires qui se sont dit, bon, il y a des opérateurs dont c'est le métier, qui savent faire peut-être mieux que nous. On va leur confier la gestion de nos crèches municipales. Ça va avoir au moins 3 intérêts. 1, c'est géré par des personnes dont c'est le métier. 2, ça va beaucoup plus vite. Quand on crée une place, quand on crée une crèche en municipalité, ça peut prendre entre 2 et 5 ans, parfois plus. Avec un opérateur extérieur, ça peut prendre 6 mois. Donc c'est très efficace. Et c'est un autre avantage, c'est que vous faites des économies sur votre budget municipal. Qu'est-ce qui s'est passé? En gestion directe, une place de crèche, moi, d'après mes informations, ça coûtait au moins 12 000 € par an, à peu près ce que ça coûte. Il y a d'ailleurs, depuis la publication de ce livre, l'Association des maires de France qui ont dit, bon, c'est encore plus que ça en vrai, la moyenne c'est plutôt 16 000 €. Et pour avoir discuté avec Madame Guérard, qui est adjointe à la petite enfance à Marseille, elle m'explique qu'à Marseille, ça coûte 24 000 € une place de crèche. Donc ça coûte extrêmement cher. Quand je parle à des DGS dans plein de villes de France, ils m'expliquent qu'effectivement, la crèche, c'est, si ce n'est le premier poste
du budget, sinon c'est un des plus importants. Donc effectivement, c'est fondamental si un maire décide d'investir ou pas sur ce sujet. Donc, ils font appel, de plus en plus de mairies décident de faire appel à des opérateurs extérieurs et notamment à des opérateurs privés. Et de ce que je sais, des informations qui me sont remontées, à ce moment-là, donc on est en gestion directe à 12 000 € et les premiers appels d'offres sont signés autour de 8 000. Donc tout le monde est content parce que la mairie fait une économie. Et l'opérateur privé, lui, a l'impression de pouvoir faire son travail convenablement, parce qu'en gros, ça coûte un peu moins cher, ça lui rapporte un peu moins que s'il vendait la place en crèche d'entreprise, où ça serait plutôt 12 000 – 15 000 €, mais il n'a pas d'investissement immobilier. Une crèche d'entreprise, bon, faut acheter un local, le développer, etc. Bon, souvent, dans les crèches municipales, c'est des locaux municipaux. Donc, tout le monde s'y retrouve. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu progressivement, et notamment à partir des premiers renouvellements en 2010, il y a eu là une guerre entre les principaux opérateurs qui voulaient prendre la crèche à l'autre et conquérir des parts de marché. Et le meilleur moyen qu'ils ont trouvé, parce que vous ne différenciez pas sur le projet pédagogique, le projet pédagogique, globalement, c'est on prend soin des enfants, on ouvre à la nature, au bien-être. Bon, c'est assez facile de faire un projet éducatif. En revanche, il y a un point où vous pouvez faire concurrence et où ça fait toujours plaisir aux maires, c'est le prix. Donc, ils sont arrivés, les principaux opérateurs. Je raconte comment la Maison Bleue, les Petits Chaperons Rouges et People and Baby sont arrivés en cassant les prix. Et il y a des maires qui se sont retrouvés, ils avaient une offre à 7 000 € par berceau, et on leur proposait 2 fois moins. D'ailleurs, certains se sont dit, ah bah mince, on s'est fait arnaquer en fait avant. Comment on peut nous proposer 2 fois moins J'ai notamment les fondateurs de Babylou, mais d'autres qui me racontent ça, que quand il y a eu les renouvellements, on leur a demandé si les prix qu'ils avaient mis en place n'étaient pas trop élevés et qu'ils n'avaient pas fait des marges trop importantes. Il y a eu cette réaction vis-à-vis des maires, de la part des maires. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand ils reçoivent 2 offres ou 3 offres et qu'il y en a une qui est à 3 500 et l'autre qui est à 7 000, très régulièrement, pas toujours, mais très régulièrement, les maires ont fait le choix du moins cher. Soit parce que le maire considérait que c'était une bonne chose pour son budget municipal, soit parce qu'ils étaient poussés par l'opposition qui considérait qu'il fallait faire des économies. Mais en tout cas, très souvent, dans ce que j'ai vu, moi, il y a eu, entre 2 offres, on a choisi la moins chère et donc la moins disante. Pourquoi la moins disante ? Je le raconte, j'essaye de prendre plusieurs exemples et de les analyser de manière très détaillée. Parce que, par exemple, quand je discute de ça avec le patron des Petits Chaperons Rouges, monsieur Rodo Kanaki, il me dit « Ah, mais non, mais vous ne pouvez pas dire qu'il y a un prix en France, 7 000 ou 3 000. Il y a tellement de différences entre les crèches que c'est impossible de comparer. Ça dépend du lieu de localisation, des prix des loyers, du nombre d'effectifs, de 1001 choses qu'on nous demande. On ne peut pas fixer un prix. En vrai, il y a un prix. Tout le monde le sait. Il y a un prix, il y a une évolution des prix et il y a une baisse des prix. » Bon, quand j'analyse une crèche comme celle de Nogent-sur-Marne, mais je l'ai fait aussi à Aix-en-Provence. À Nogent-sur-Marne, vous avez donc 2 opérateurs. Nogent-sur-Marne choisit de choisir l'offre la moins chère. Qu'est-ce qui se passe dans les années suivantes ? La masse salariale, elle baisse de 10 à 15%. Il y a entre 2 et 4 ETP en moins. Pourquoi ? Parce qu'à Nogent-sur-Marne, et d'ailleurs quand les Petits Chaperons Rouges obtiennent le marché, il y a un certain nombre d'élus de l'opposition qui disent en conseil municipal « Mais vous êtes sûr qu'on peut faire de telles économies ? Parce que sur 5 ans, sur l'ensemble du marché, c'est 1,9 million d'économies. » Évidemment, pour un maire, quand vous pouvez faire 1,9 million d'économies, vous saisissez l'occasion. Bon, il y a plein d'élus qui disent « Mais attendez, les économies, ça ne va pas avoir d'incidence sur la masse salariale, sur le nombre d'effectifs, sur le turnover. Non, non, vous inquiétez pas, on nous a promis que ce serait comme avant. » Bon, c'est jamais comme avant. Il y a toujours une baisse des effectifs. À Nogent-sur-Marne, on est passé de, j'ai plus les chiffres exacts, ils sont dans mon livre, mais d'environ 700 000 € de masse salariale à 550. Il y a une baisse salariale comprise entre 120 000
et 150 000 euros. Bon, 120 000 et 150 000 euros, c'est 4 postes. Sachant qu'un poste d'auxiliaire de puériculture chargé, c'est à peu près 33 000 euros par an. Bon, ce mouvement-là, il a eu lieu dans toute la France, ce qui ne veut pas dire que tous les maires ont fait ça. Il y a d'ailleurs, 6 grandes villes qui ont dit que soit ils avaient refusé de mettre en place des DSP, soit lorsqu'ils ont des DSP, c'est le cas à Bordeaux. À Bordeaux, Fanny Le Boulanger, elle a des DSP, mais elle a décidé d'augmenter les prix plutôt que de les baisser. Il y avait une baisse, elle a décidé de les augmenter. Bon, quand vous baissez les prix, il n'y a que 2 possibilités. Vous pouvez, de la part du maire, vous dire « c'est super, pour l'argent public, on fait des économies ». Moi, je considère que faire des économies sur la petite enfance est toujours une mauvaise idée, a toujours des effets. Il n'y a que 2 effets possibles. Il n'y en a pas 3. Hein. C'est soit le groupe qui a fait une offre 2 fois moins chère baisse son niveau de rentabilité, il baisse sa marge au point de mettre en péril son fonctionnement, soit il baisse sa masse salariale. Il n'y en a pas d'autre. Il y a. Alors, vous savez, ça c'est un point intéressant, je vais vous répondre là-dessus. Quand j'ai rapporté dans le secteur, dans mon enquête sur Orpea, j'ai rapporté des éléments qui montraient que Orpea, je peux le dire aujourd'hui, détournait de l'argent public. Détournait de l'argent public en faisant des marges arrière sur les produits de santé, des RFA, et en gardant des postes qui avaient été financés dans ses comptes et en mettant ensuite, en versant les fonds au siège. Quand j'ai dit ça, mais combien de réactions j'ai eues où on m'a expliqué « Attendez, il y a des contrôles de la DGCCRF, il y a des contrôles des ARS, il y a des contrôles des inspecteurs du travail, il y a des contrôles des départements. C'est impossible, monsieur Castanet. » J'ai rencontré d'ailleurs, au moment après la publication des Fossoyeurs, des inspecteurs de l'IGAS et de l'IGF. Je les ai vus juste avant qu'ils lancent leurs investigations. Ils voulaient essayer de comprendre le fonctionnement. Et donc, je leur rapportais ça. Je leur disais, écoutez, d'après mes éléments, il y a ces excédents de dotation. Ça représente à peu près, ça peut représenter jusqu'à 2 millions d'euros d'excédents par région qu'on laisse dans les comptes. Et alors, les inspecteurs de l'IGAS et de l'IGS, ils n'y croyaient pas. Ils me disaient, c'est impossible. Ils sont allés faire un contrôle dans les sièges régionaux. Ils m'ont rappelé ensuite pour me dire, vous avez raison. Il y a des excédents de dotation qui se font sans qu'aucun inspecteur le voie. Bon, vous me dites, il y a des règles sur les DSP. Malheureusement, c'est un fait, les prix ont diminué. Et ce n'est pas moi seul, Victor Castanet, journaliste, qui le rapporte. Hein. Moi, je suis que le porte-voix de plein d'opérateurs. Il y a des mairies de grandes villes qui le rapportent. Il y a des opérateurs associatifs, et vous savez quoi? Il y a des opérateurs privés. On me dit, ah mais attendez, vous stigmatisez les opérateurs privés. Mais je stigmatise personne. Vous savez pourquoi? Qui participe à cette enquête? Qui m'a alerté? Des familles, des salariés, de tous les groupes. Et pas juste des auxiliaires de puériculture ou des directrices, des salariés de terrain. J'ai eu dans tous les groupes des cadres du siège, des directeurs financiers, des DRH, des contrôleurs de gestion qui sont venus me voir. Ils ne disent pas qu'il faut mettre fin au privé. Ils disent aujourd'hui, il y a des dérives, notamment dans le low cost, et il faut y mettre un terme. Et la participation des fondateurs de Babylou. Moi, je n'explique pas que mon sujet n'est pas de dire Babylou fait bien ou pas. Babylou a décidé de s'opposer au low cost. Et il a choisi une autre stratégie de développement. Bon, les fondateurs de Babylou participent à cette enquête. Ils sont leaders européens du secteur. C'est un des plus grands groupes privés. Ils vous disent aujourd'hui, il y a une dynamique de low cost qui est en train de détruire le secteur de la petite enfance. Ce n'est pas un journaliste qui vous le dit. Ce sont des opérateurs privés eux-mêmes qui s'en plaignent. Et Babylou est loin d'être le seul. Et vous allez entendre sûrement dans les prochaines semaines d'autres opérateurs privés dénoncer exactement la même chose, c'est-à-dire la responsabilité d'un certain nombre d'acteurs de leur fédération et la co-responsabilité d'un grand nombre de mairies, de collectivités territoriales et de ministères. Pour finir là-dessus, il faut quand même mesurer une chose. Un
un groupe comme LVMH, L'Oréal, la Société Générale, Bouygues, Vinci, bon, toutes les grandes entreprises, alors du CAC 40, mais pas seulement, des grandes entreprises, des entreprises de taille moyenne, voire des petites entreprises, elles investissent en général entre 10 et 20 000 euros, avec une moyenne qu'on va situer autour de 15 000 euros, par berceau. Voilà ce qui est dépensé pour un enfant salarié d'un de ces groupes. Il y a 15 000 euros qui arrivent en plus de la PSU. Je raconte qu'aujourd'hui, les prix dans les DSP, ils sont tombés à 3 000, voire, j'en ai vu certaines, à 2 250. On va jusque-là. Comment on peut admettre, estimer juste que si vous êtes salarié d'un de ces grands groupes, on dépensera 15 000 euros pour votre enfant, ce qui veut dire moins d'optimisation sur des coûts, plus d'effectifs, et que si vous demandez à votre crèche à Dreux ou à Dijon, ou je ne sais où vous pratiquez des prix autour de 3 000 euros, il y aura 5 fois moins que dans une de ces crèches d'entreprise. Ça devrait tous nous questionner sur l'injustice à laquelle font face les parents, et plus particulièrement les enfants, sur l'argent qui est alloué pour ces places de crèche. Ça, c'est d'accord, un autre débat. Voilà. On va continuer. Jocelyne Guidez. Je vais être très courte, parce que je crois que j'en ai quand même pas mal entendu. C'est vrai que sur les mères, ça me choque un peu, mais bon, je ne vais pas y revenir. Ne croyez-vous pas que aujourd'hui, il y a une agressivité quand même, en règle générale. On pourrait parler aussi des écoles. Voilà, on a vu que vous avez un professeur des écoles qui a secoué un enfant de 3 ans. On pourrait aussi parler des institutions qui reçoivent des personnes handicapées, des enfants handicapés. Là aussi, il y a quand même de la maltraitance et on pourrait aussi en parler. Donc, que pensez-vous de cette montée en agressivité en règle générale, je dirais, sachant qu'on a eu quand même des rapports au niveau du Sénat où on a fait pas mal de propositions, notamment avec mon collègue Jean Sol sur la maltraitance. Voilà, je voudrais savoir ce que vous en pensez par rapport à ça. Merci. Merci, Guylaine Pontel. Merci, Monsieur le Président, et merci à Monsieur Castanet pour votre disponibilité ce matin à répondre à nos questions, ô combien nombreuses, mais tellement intéressantes. Je vais être très courte, Monsieur le Président. Donc, dans le cadre de vos travaux, autour de ce livre enquête sur la situation des crèches, avez-vous perçu des défaillances dans les structures d'accueil privées, low cost ou pas d'ailleurs, sur l'accompagnement des enfants en situation de handicap ou à demande particulière ou besoins spécifiques? Et si vous avez perçu cela, s'agit-il selon vous d'un défaut de formation professionnelle ou d'un manque de moyens humains dédiés à l'inclusion? Merci. Merci. Patricia Demas. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Castanet. Moi, j'ai 3 petites questions. Une sur le court terme, pratico-pratique. Quelles actions immédiates pourraient, selon vous, être prises pour prévenir de nouveaux cas de maltraitance et de négligence dans les crèches? Ça, c'est ma première question. La deuxième est peut-être un peu plus positive. Quels exemples concrets de bonnes pratiques avez-vous pu observer quand même dans certaines crèches qui pourraient être généralisées? Et la troisième me vient au cours de l'échange que nous avons eu au sujet des DSP et des collectivités locales qui ont recours au DSP parce qu'elles pensent que c'est peut-être mieux, puis aussi pour le coût. Et je me disais, au final, est-ce que la piste de remise en régie pourrait être une piste à explorer? Merci. Très bien. Daniel Chassaing. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais saluer l'auteur de ce livre, remercier le Président d'avoir créé cette réunion aujourd'hui avec le journaliste. Alors, si vous voulez, j'ai vu que vous aviez beaucoup travaillé pour démontrer effectivement ce travail notamment au niveau des rémunérations indirectes par l'immobilier. Donc effectivement, tout ça c'est absolument anormal, hein. Je pense que il est temps, si vous voulez, de le dire, de voir que la ministre qui vient d'arriver, mais elle vient seulement d'arriver et va pouvoir agir parce qu'il y a quand même une responsabilité effectivement.
des pouvoirs publics. Je voudrais rappeler quand même que la PMI, c'est un service départemental sous la responsabilité du président du conseil départemental, et puis aussi il y a la CAF. Donc les maires ont fait une DSP et cette DSP n'a pas été appliquée, puisque lorsque vous dites qu'il y a une diminution du nombre de personnel, ça veut dire que la DSP n'a pas été appliquée. Donc il y a eu effectivement un dysfonctionnement dû à une erreur, pas une erreur qui a été volontaire, et donc c'est de la responsabilité de ceux qui ont signé la DSP et pas du maire. Et enfin, je voudrais dire que lorsque dans nos communes on met en place une crèche de service public, hein, ça existe, eh bien ce qui est un peu bizarre, ce que vous dites, on nous demande des critères particuliers pour embaucher une directrice de crèche, et aussi absolument des auxiliaires puéricultrices en fonction du nombre d'enfants à la crèche. Donc, s'il y a eu des dérives, et notamment dues à un décret de 2014, ben, il faut que, effectivement, la CAF, la PMI fassent un contrôle, et que la ministre, je pense, eh bien, mette les pieds dans le plat pour que tout ça se règle. Merci. Merci beaucoup. Émilienne Poumirol. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, un très grand merci à Victor Castanet, d'une part pour son livre, qui est passionnant, et en même temps pour les propos qu'il a tenus ici, très clairs ce matin, parce qu'effectivement, faire des économies sur le dos de nos enfants et sur le dos en général, j'allais dire, des plus vulnérables, puisque vous aviez, avec Orpea, montré le même système, allais-je dire, donc tout ce qui concerne les plus vulnérables, c'est une catastrophe, et en l'occurrence pour la petite enfance, c'est même dangereux pour nos enfants. Moi, je voudrais revenir sur 2-3 petits points. Oui, le changement de la PSU taux horaire a été une catastrophe. Je l'ai vécu personnellement, j'étais responsable d'une crèche intercommunale, enfin, en tant qu'élu et pas en tant qu'agent. Ça a été une catastrophe de le mettre en place, et ça a effectivement induit toutes ces difficultés dans le management du personnel, et ça a permis effectivement d'avoir des horaires bouche-trou, d'être obligé d'investir. Il nous a fallu investir dans des badges à l'entrée des crèches, et je plaisantais même en disant que bientôt on pourrait mettre une petite puce dans la paume du bébé, et comme ça il pourrait badger en passant, ça serait encore plus simple. Mais ça se fait dans certains endroits aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Voilà, bon, donc il faut qu'on revoie absolument ce problème de la prestation. Quand on faisait des contrats à temps plein, à mi-temps ou à 80%, c'était beaucoup plus clair et beaucoup plus simple, et les résultats étaient bien meilleurs. Sur la gestion du personnel, on sait bien que 80%, 90% même des frais de personnel, des frais de fonctionnement d'une crèche, c'est le personnel. Et donc il est logique que ceux qui veulent faire des économies fassent des économies sur le personnel. C'est là où il y a le plus à gratter. C'est pas sur sur l'alimentation, c'est quand même un peu compliqué pour les bébés, de diminuer les biberons, enfin bon, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais sur le personnel, effectivement, c'est plus facile, et je crois qu'il faut qu'on améliore le contrôle de la PMI, sachant que les règles d'encadrement ne sont pas aussi tout à fait les mêmes en ce qui concerne les crèches, proprement dites, que les MAM ou les mini-crèches, et où le taux d'encadrement est moins important. La demande de taux d'encadrement est moins importante dans ces structures-là. Mais je crois qu'il faut qu'on puisse améliorer les contrôles de la PMI. Mais là aussi, mon collègue vient de rappeler, la PMI, c'est le département. Tous les conseils départementaux n'ont pas les mêmes ressources, n'ont pas les mêmes services de PMI, et ne peuvent pas avoir donc les mêmes contrôles suivant que vous habitez dans un département qui a les moyens ou qui les a moins. Mais en tout cas, il faut aussi qu'on arrête cette industrialisation. J'ai trouvé ce terme à la fois intéressant et terrible, parce que parler d'industrialisation quand on parle de bébé, c'est quand même terrible. Et il faut... ma question, c'est de savoir comment on peut éviter d'avoir ce système mafieux des fonds de pension. C'est le problème de la financiarisation dans tout le système de santé qui s'attaque maintenant
qui s'attaque aussi au médico-social, mais pour qu'on n'ait pas un investissement dans des SCI, je crois que ça nous donne à nous un nécessaire travail pour modifier la loi. Hein. Donc, nous interpellerons bien sûr la ministre sur ce sujet. Oui, pour terminer, Solange Nallier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Castanet, pour vos premiers propos. Donc, votre livre met en lumière les dérives de l'utilisation des finances publiques dans des secteurs dits vulnérables. Donc, 2022, c'était les fossoyeurs. J'ai moi-même remis récemment, avec 2 autres collègues sénatrices, un rapport sur une mission d'information sur les EHPAD. J'ai envie de vous dire, pensez-vous que les pouvoirs publics ne soient pas au courant? Ça fait des années que ça dure. Ça passe peut-être sous silence, mais tout le monde le voit, tout le monde le sait, et même au niveau des collectivités communales. Moi, j'ai une enquête à vous proposer. Venez dans les territoires ultramarins, discutez sur la vie chère, et vous verrez comment les pouvoirs publics sont au courant. Merci. Merci. Alors, je vous laisse répondre donc de façon globale. On a entendu vos questions, mais il y a déjà beaucoup par anticipation d'apports qui ont été faits par notre intervenant. Je vais essayer de faire court. Donc, pour finir de répondre sur comment on peut mettre en place ces DSP à ce prix-là, alors qu'il y a des autorités de contrôle, etc. Bon, par exemple, quand vous regardez l'audit KPMG réalisé sur la Maison Bleue, qui est donc confidentiel, il est indiqué noir sur blanc dans la stratégie commerciale, dans la stratégie de développement de la Maison Bleue, qu'en gros, ils ont acté une baisse des prix dans les DSP et que, à la suite de la reprise d'une DSP, la direction générale préconise la diminution de 10% de la masse salariale. C'est donc une politique réfléchie et assumée et mise en place depuis le siège de la Maison Bleue, alors même, et vous le savez mieux que moi, que normalement, quand vous reprenez une crèche municipale, vous ne pouvez pas baisser les effectifs. Pourtant, il est indiqué dans la stratégie de développement de ce groupe qu'il baisse les effectifs de 10%. Donc, c'est donc qu'il doit y avoir une défaillance des autorités de contrôle. Sur la question qui revient à plusieurs reprises sur est-ce que les pouvoirs publics avaient connaissance? Pourquoi est-ce que les autorités de contrôle ont fait leur travail? Il y a 2 points importants. Un point qui concerne la PMI, où j'ai pu rencontrer moi des inspecteurs de la PMI et un formateur d'inspecteurs, notamment un formateur au niveau juridique. Il met en avant 3 éléments, on va dire. Le premier, c'est que les PMI fonctionnent en silo. Chaque PMI fonctionne dans son coin, et donc si vous l'avez la PMI du Var qui se rend compte qu'un groupe a mis en place des pratiques de suroccupation ou ne respecte pas les ratios d'encadrement dans le département en question, il ne va pas forcément poser la question en Île-de-France, en Bretagne. Chacun fonctionne dans son coin. Si tout ça a été fait de manière harmonisée, au niveau national, peut-être pourrait-on se rendre compte qu'il y a quelque chose de l'ordre du système. Et qu'en fait, ce n'est pas des suroccupations isolées dans des établissements, c'est dans toute la France. Donc ça, et je pense qu'il y a une question de nationalisation des autorités de contrôle, ou en tout cas mettre en place une stratégie nationale. La deuxième chose, c'est qu'on m'explique, c'est qu'il y a eu une diminution ces dernières années des compétences des inspecteurs. Les profils ont changé et il y a, on constate, cet inspecteur et d'autres, des défaillances dans les compétences de ces inspecteurs, notamment au niveau juridique et puis surtout au niveau économique. Bon, en vrai, pour se rendre compte, et c'était pareil dans les EHPAD, ces montages-là sur les pratiques d'optimisation des coûts, sur la masse salariale, ces montages immobiliers, bon, si vous n'avez pas de compétences financières et comptables, c'est très difficile à voir. Donc il faut des postes qui aient ces compétences financières et comptables. Sur la PMI, il y a un dernier point
que me rapportent beaucoup de témoins, c'est le poids de l'élu local. On me rapporte qu'il y a un certain nombre d'inspecteurs, je dirais d'inspectrices majoritairement, dans plusieurs départements, qui ont voulu mettre en place à certains moments des sanctions importantes, voire des fermetures administratives, et ça n'a pas été suivi d'effet parce que, au bout de la chaîne, c'est l'élu local qui prend la décision de fermer une structure et qu'il arrive qu'il ne le fasse pas. Pourquoi? Soit parce que, et ça peut être une bonne raison, il faut retrouver des places pour les familles en question qui se plaignent parce qu'il leur faut bien un mode de garde, il faut bien qu'elles travaillent, donc il y a ça, et la dépendance de l'élu local au privé. Bon, il y a beaucoup d'élus locaux, ils ont fait rentrer le privé, qui aujourd'hui crée 90% des nouvelles places. Il est parfois difficile de les attaquer, de remettre en cause leur fonctionnement. Ça, je pense que c'est quelque chose qui revient régulièrement, et je pense que ça peut être vu de la même manière au niveau global, au niveau national. Bon, les pouvoirs publics ont fait preuve d'une certaine mansuétude vis-à-vis de certaines dérives du privé, parce qu'on sait qu'on a besoin aujourd'hui du privé. Encore une fois, il y a plein de groupes privés qui fonctionnent très bien. Moi, je rapporte des dérives importantes au sein des principaux opérateurs du secteur. Quand ça perdure pendant 20 ans, il faut toujours se questionner sur comment ça a pu perdurer pendant 20 ans. C'est bien qu'il y a eu des autorités de contrôle qui n'ont pas joué leur rôle. Ces pratiques de suroccupation, ces ratios d'encadrement non respectés, ces montages immobiliers, ces clauses abusives dans les contrats, ces fameux GRA, ces garanties de réservation anticipée, ça fait des années qu'elles existent. C'est donc, encore une fois, que les autorités de contrôle n'ont pas fait leur travail. Et, au-delà des compétences, du manque de moyens et tout, il y a quelque chose qui doit aussi tous nous interroger. C'est que, au sein des CAF et de la CNAF, j'ai un certain nombre d'éléments qui font dire qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient au courant de certaines de ces pratiques. Il y a notamment un directeur de la CAF du Nord qui témoigne en son nom. Qu'est-ce qu'il rapporte? Qu'il y a déjà 3 ou 4 ans, des inspecteurs ont fait des contrôles sur plusieurs sites, plusieurs crèches People and Baby, et en faisant ces contrôles sur pièce et sur place, ils se sont rendus compte qu'il y avait des déclarations qui ne tenaient pas la route. Des déclarations sur le taux d'occupation et le taux de facturation. Ils ont rendu un rapport. Le directeur de la CAF s'est rendu compte avec ce rapport qu'il y avait quelque chose de l'ordre du système, dans de fausses déclarations d'heures de présence de bébés, et a envoyé ce rapport à la CNAF, à Paris, en disant « Attention, il y a un opérateur là qui met en place des pratiques de fausses déclarations d'heures de présence de bébés, il faut traiter ce dossier. » Bon, il m'explique que malgré plusieurs relances, ça n'a pas été traité. Il y a, moi pour avoir parlé donc avec des membres, des figures importantes de la CAF, avec aussi des collaborateurs ministériels et avec d'anciens ministres, ils étaient nombreux à savoir que des groupes comme People and Baby, mais ce n'est pas le seul, avaient hacké le système de la PSU et faisaient de fausses déclarations d'heures de présence de bébés. Bon, là encore, ça doit nous interroger. Très rapidement, si j'ai encore une minute, allez, sur les solutions, évidemment, c'est plus à vous qu'à moi de les trouver. Moi, mon travail, si j'en ai un, c'est de rapporter des faits et ensuite que les associations, les syndicats, les élus en fassent quelque chose. Je vais quand même rapporter 3 éléments qui me sont remontés du terrain. Si vous voulez supprimer, stopper ou réduire le low cost, effectivement, mettre en place des prix planchers en disant il y a des secteurs comme dans l'édition, on ne peut pas vendre un livre à n'importe quel prix. C'est ce qui fait que le secteur de l'édition ne s'écroule pas. Dans un secteur aussi sensible que celui de la petite enfance, on peut vendre un berceau à n'importe quel prix. Il y a un opérateur demain qui peut vendre un berceau à 500 €. Qu'est-ce qui l'arrêtera? Donc, il y a cette question du prix plancher. Il y a évidemment
une réflexion à avoir sur le mode de financement, sur la PSU, en regardant des modèles, parce qu'il n'y a que la France pour inventer un système aussi compliqué. En Europe, il n'y a pas un pays qui fonctionne comme ça. Vous regardez en Allemagne, c'est des systèmes de forfait à la journée. C'est très simple, et pour les équipes, et pour le personnel. Et puis, je vais dire un troisième point qui est essentiel, et c'était le même dans le secteur des maisons de retraite, et qui coûte 0 à l'argent public. Parce que je sais qu'on est dans une période où on doit plutôt économiser plutôt que dépenser. Bon, il y a un élément qui est très simple, c'est la transparence. Comme dans les EHPAD. Aujourd'hui, une famille, quand vous devez trouver en urgence une maison de retraite pour vos parents ou vos grands-parents, vous n'avez absolument aucun élément qui vous permette de comparer entre deux maisons de retraite qui sont autour de chez vous. C'est impossible. Dans les crèches, c'est pareil. Personne n'est capable de savoir si la crèche au bout de la rue, elle est mieux que celle à 300 mètres. C'est pas possible. Si vous mettez en place des indicateurs de qualité dans toute la France, toutes les crèches de France, qui doivent divulguer sur un site gouvernemental 5 critères, turnover, nombre d'effectifs, coût repas journalier, 5 indicateurs très simples, ça va permettre, aux familles de pouvoir comparer, c'est essentiel, c'est sain pour un secteur, et 2, de pousser tout le monde vers le haut. Parce qu'aujourd'hui, celui qui dépense plus en effectif ou qui a une meilleure qualité, il n'a pas vraiment d'intérêt commercial à le faire, vu que ça ne va pas attirer plus de clients. Donc je pense que cette notion de transparence, elle est essentielle et elle a l'avantage de ne rien coûter aux finances publiques. Merci pour ces derniers mots. Juste une petite conclusion pour vous dire d'abord un grand merci pour votre présence. Vous dire qu'on est dans notre rôle en tant que commission affaires sociales d'écouter à la fois les avis des uns et des autres. Bien entendu, les propos que vous avez tenus vous engagent, mais nous avons tous revu ces éléments dans le livre, et je pense que dans les jours qui viennent, on va s'emparer de ce sujet-là. Alors, on ne va pas réécrire la politique familiale pour la petite enfance, clairement, dans le contexte en plus de la période du PLFSS. Mais dans un premier temps, je pense qu'il faut vraiment qu'on regarde de très près les outils de contrôle. Ça a été évoqué à un moment donné, parce qu'un des moyens, alors c'est transféré un peu avec la transparence, mais un des moyens justement pour éviter les éléments, c'est d'être certain que nos outils de contrôle soient adaptés à la complexité du sujet et adaptés également à la dimension nécessaire pour que nous ayons une vision de ce qui se passe partout en France. Voilà. Donc on va travailler sur les sujets et bien entendu, il reste sur la table le débat de la mise en place du service de petite enfance et certainement des questions sur des interrogations sur la tarification. Un grand merci, bon appétit et nous on va creuser. Voilà.